Voilà, voyage d'autres montagnes. Alors, chez Caravanier, ça fait des années, hein. D'abord, ça fait 24 ans que Caravanier existe, bientôt 25 ans. Donc, moi, François-Xavier Blot, je suis un petit nouveau dans l'équipe, mais avec un passé quand même considérable avant pour avoir travaillé et fondé une autre agence. Donc, je n'aimerais pas ce soir, mais bon, une agence qui était spécialisée dans les voyages de montagne, de grands treks, etc. Or, en joignant mes forces à celles de Caravanier, à celles de l'historique de Caravanier, puisque plusieurs guides de métier sont ou ont été dans l'équipe, ont contribué à cette définition qui est Caravanier, donc à travers les voyages de montagne, en particulier parce qu'il y a bien d'autres choses. Et ce soir, donc, ça fait plaisir de continuer un peu, de pousser davantage cette division que je risque de prendre sous ma charge avec plusieurs collègues de l'équipe, entre autres ce soir, Mariana. Tu peux faire un petit coucou. Excellent. Et donc, on a décidé, post-pandémie, de relancer cette idée de faire des voyages à caractère euh, alpinisme, oui, disons-le comme ça. C'est pas toujours de l'alpinisme proprement dit. Ça peut être des voyages, des treks de haute montagne, des treks avec la haute altitude. Mais donc, si on regarde ça sur une carte, la cuvée à venir, ou la cuvée actuelle, c'est celle qui est en rouge. La cuvée à venir sera ou serait ceux en bleu. Donc, on en a trois là, qui sont dans le collimateur pour 2023. Donc, c'est avec plaisir qu'on relance ça en force avec environ 8-9 voyages un peu partout sur la planète. Donc, d'abord et avant tout, juste un petit topo, juste les gens ne me connaissent peut-être pas dans le cadre de Caravanier. Donc, moi, la montagne, ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps que ça fait partie de mon ADN. Bon, vous allez dire l'ADN, c'est à la naissance, mais bon, presque, disons, donc depuis la tendre enfance que je grimpais avec mon frère jusqu'à mes enfants aujourd'hui que j'invite dans l'univers montagnard. Donc, c'est quelque chose qui m'habite fondamentalement. J'ai d'abord fait des expéditions personnellement. Ensuite, à travers le travail, donc sur plusieurs sommets. Donc, j'ai fait une petite mosaïque là, qui résume à peu près mon expérience. Plusieurs de ces sommets-là ont été faits plusieurs fois, surtout dans le cadre du guidage. Donc, c'est vraiment une grande opportunité. J'ai pu monter jusqu'à des sphères au-delà de 8000, tout juste au-delà de 8000 mètres au Népal sur le Manaslu en 2010. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que c'est devenu une passion réelle que j'ai voulu la partager avec des gens, avec des voyageurs dans le cadre de voyages, disons-le, entre guillemets, organisés. Et depuis maintenant presque 13 ans, 12-13 ans, là, j'accompagne des groupes un peu partout en montagne et surtout, j'organise avec mes collègues là, des expéditions presque partout sur la planète. Donc, évidemment, ça a changé dans le temps avec tout ce qui s'est passé, la politique, les guerres, les pandémies et tout. Mais bon, c'est un bon résumé de la mosaïque. Puis c'est toutes des choses qui ont été faites dans le cadre de Caravani ou presque, là, ce qu'on voit ici. Notre formule, donc la formule qu'on veut, évidemment, tout ça existe, il faut le savoir, ça existe depuis 24 ans, comme j'ai dit. On essaie juste de redéfinir là, en 2022 ce que ça va être. C'est plus épuré, plus minimaliste. Donc, on a résumé ça à trois formules. Trois formules, donc, qu'on pourrait dire, en fait, des grands treks dans lesquels on fait un sommet. Donc, prenez par exemple, on n'a pas d'exemple concret ce soir, tout à fait, mais le Meropeak au Népal, ça incarne vraiment ça. Donc, un long trek dans les vallées des montagnes de l'Himalaya où l'on progresse, on s'acclimate, on chemine de village en village, on rencontre les gens et à un moment donné arrive la portion montagne où là, on tente un sommet. Donc, si on atteint le zénith ou pas, c'est pas vraiment grave, c'est plutôt l'esprit d'une grande progression avec un peu la cerise sur le sundae qui est ce sommet-là. Donc, dans d'autres circonstances, entre autres ce soir, volcan mexicain et puis les volcans de l'Équateur au Cotopaxi KMB, on est dans un trek avec ce que j'appelle se baser quelque part et faire l'étoile, rayonner autour de certains camps de base. Quand je dis des camps de base, c'est peut-être des campements, c'est peut-être des petits villages, c'est peut-être des refuges, peu importe. Pour moi, c'est l'esprit d'un camp de base. Et tout ça va être entremêlé, entrecoupé d'interactions culturelles, de visites, d'immersion.
Donc, c'est vraiment, ce caractère-là va rester tout le temps, hein. Même si c'est un long trek ici en étoile, on reste dans cet esprit-là. Puis la troisième formule, ce que j'appelle des montagnes assiégées, là, pour reprendre un concept médiéval, ben, c'est-à-dire qu'on va vraiment se mettre au pied de la montagne, faire une stratégie d'acclimatation et tranquillement monter vers les sommets. Donc, on est plutôt dans un style himalayen, là, ceux qui connaissent un peu le jargon. Mais encore une fois, à chaque fois, on a des équipes locales, on a donc des contacts avec des cultures d'ailleurs, et ça, on essaie de le mousser, on essaie d'y mettre de l'importance. Et dans le cas par exemple, de ce soir, c'est vraiment la Concagua est un très bon exemple de cette formule-là. Eh bien, on va beaucoup, beaucoup collaborer avec les gauchos, donc les gens qui vont transporter nos bagages, ainsi que les muletiers puis les gens du camp de base, donc tous ceux qui font le service au camp de base, etc., incarnent profondément la culture argentine. On va vraiment essayer de mettre ça de l'avant, pas au-delà des tas de pierres un peu partout, mais presque. Pour nous, c'est super important. Donc, dans ce cadre-là, pour le volet culturel, du moins, donc la formule 2, disons, ben, ce soir, on va commencer avec le Mexique, puis Mariana. Donc, Mariana, ben, tu te présenteras, Mariana, mais je pense que tu représentes vraiment ce beau mélange entre une expérience de montagne puis un caractère culturel. Donc, je te laisse aller, je ferme mon partage d'écran, si je suis capable de faire ça. Oui, laisse-moi 2 secondes. C'est bon. Merci. Oui, on OK, te voit cool. bien à toi. Parfait. Mais merci beaucoup. Donc, moi, j'ai pas d'énormes photos des mois au sommet. Cependant, j'ai fait quelques sommets aussi. Euh, bon, mon nom, c'est Mariana. Ça fait 8 ans que je travaille pour Caravani. Je suis mexicaine d'origine, de là mon accent, puis de là pourquoi je vous présente les sommets mexicains. C'est sûr que dès que j'ai commencé à travailler pour Caravani, mon attention puis mon enthousiasme pour pouvoir découvrir aussi les sommets, les hautes montagnes a commencé à se développer fort en moi. Et je me suis dit, pour la première montagne que je vais gravir, que je vais monter, c'est sûr, ça va être au Mexique. Donc, j'avais fait déjà quelques voyages au Pérou, etc. Puis j'ai décidé de faire l'Isla Cihuat. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Donc, tout de suite après, j'ai fait les Cayambe en Équateur. Puis justement, qu'est-ce que j'aime de ces sortes de voyages, c'est que c'est pas juste gravir une sommet ou faire... c'est le défi, c'est sûr que c'est l'intention qu'on veut faire pendant le voyage, mais tous mes souvenirs restent beaucoup sur l'acclimatation, la culture, tout ce que j'ai appris avant de pouvoir arriver là. Donc, avec FX, justement, on s'est attendu très, très bien sur ces sujets-là. Puis quand il m'a mentionné qu'il avait l'intention de développer ses voyages, j'ai dit, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Surtout que les pueblos mágicos, donc je vais vous parler un peu plus tard, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je voulais justement donner cette touche à ces voyages. Alors, je vais vous partager mon écran. Euh, mhm. Est-ce que vous les voyez? Oui, oui. Je vais le mettre en plein écran, puis parfait. C'est bon? OK, d'accord, merci. Donc, qu'est-ce que je vous présente? C'est justement cette partie culturelle, cette touche que j'ai voulu ajouter à ces voyages. Donc, sûr que pour Caravani et pour tous les voyages où on veut vraiment aller de plus en plus haut, ben, c'est important de réfléchir un peu comment est-ce qu'on va commencer le voyage, comment est-ce qu'on va s'acclimater tranquillement à cette altitude. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire un peu des recherches aussi de mes souvenirs d'adolescents. Je vous partage un peu ma vie privée. Je suis née à la ville de Mexico. J'habitais jusqu'à 18 ans à la ville de Mexico. Puis après, j'ai déménagé en Basse-Californie. Donc, les volcans et les sommets, les montagnes, c'était un peu loin de moi. J'étais plus proche de la mer.
Mais cependant, quand on arrive à la ville de Mexico, on a beaucoup, beaucoup de choix à visiter autour de la ville de Mexico. On est quand même bien centré pour pouvoir découvrir la culture mexicaine. Donc, dans le voyage, on atterrit à la ville de Mexico. On a mis une super belle photo du drapeau mexicain dans les centres-villes, dans les Zocalo. Cependant, c'est sûr, si on a l'opportunité, on va aller voir les centres-villes parce que c'est super intéressant. Mais j'avais choisi qu'un l'après-midi soit dans un quartier que j'aime beaucoup qui s'appelle Coyoacán. Et j'ai justement à Coyoacán, c'est entre autres connu parce que c'est là qu'habitait Frida Kahlo. Donc, on va arriver tranquillement. C'est souvent des vols de nuit. Donc, on arrive, on passe la nuit à la ville de Mexico. Puis après, on va passer toute une journée à découvrir les quartiers de Coyoacán. Entre autres, peut-être, on va pouvoir visiter les musées de Frida Kahlo, des marchés, etc. Donc, le voyage était vraiment conçu pour vous faire découvrir beaucoup, beaucoup la culture mexicaine. Euh, donc, les marchés, ça fait typique, folklorique, des couleurs, des saveurs. C'est sûr qu'on ne peut pas visiter le Mexique puis pas parler de la vie gastronomique et même un peu alcoolique des Mexicaines. Donc, c'est pas juste la tequila qu'on va déguster dans le voyage. Ça va me faire plaisir de trouver des petites microbrasseries aussi. C'est sûr qu'il faut faire attention, on est en altitude, etc. Mais bon, on est aussi je pense que toutes les guides que je connais, en tout cas, on aime bien manger puis bien boire. C'est sûr on va pas se priver d'une petite bonne bière de temps en temps. Hein. C'est sûr aussi, le Mexique offre énormément des hébergements qui sont très charmants, très chaleureux, bien situés. Donc, j'ai décidé aussi avec FX de pouvoir vous faire dormir au moins 2 nuits consécutives dans chaque hébergement. Puis, j'ai vraiment essayé de trouver des hébergements charmants. On n'est pas dans des hébergements deluxe, mais on est vraiment dans les hébergements qui ont une touche justement particulière qu'on va pouvoir nous sentir tout de suite au Mexique. Avec la bonne nourriture, mais qu'il soit confortable, mais qu'il y a aussi cette folk-là. Peut-être qu'il va y avoir même un ou deux auberges qui ont une petite piscine pour aller sortir la randonnée de la journée. Donc, on essayait vraiment de trouver un certain confort dans le voyage. Il faut savoir qu'il y a des nuits en camping aussi, mais la plupart des nuits, c'est fait en auberge et on essaie vraiment d'au moins rester 2 nuits consécutives dans chaque hébergement. Comme je vous disais, une des choses que j'adore au Mexique puis qui me manque beaucoup au Canada, c'est les marchés, c'est les couleurs, les bruits, les gens qui te parlent, chaque personne, tu peux passer 1 heure puis toute son histoire quand même assez impressionnante. Puis on mange, on fait vraiment une bonne découverte du Mexique à travers ces marchés. Donc, dans chaque endroit où il y a un marché, c'est sûr qu'on va essayer d'aller les visiter puis vous faire découvrir cette partie du Mexique également. Acheter des bonnes fruits fraîches, pourquoi pas acheter un petit apéro aussi ou des lunchs pour les lendemains. Donc ça fait partie aussi de ces voyages. Comme je vous disais, les pueblos mágicos. Donc, les pueblos mágicos, si j'ai traduit, c'est les villages magiques. Donc, au Mexique, il y a plusieurs. Qu'est-ce que le Mexique a voulu faire? C'est que tous les petits villages, c'est sûr il faut qu'ils ne soient pas une ville, il faut qu'ils soient vraiment un village ou qu'ils soient à l'intérieur d'une ville, mais qui a des particulières, soit l'architecture, soit ses traditions. Donc, c'est des villages qui sont très authentiques, beaucoup des charmes dans chaque ville. Donc, on va visiter dans les journées d'acclimatation ces villages. Donc là, c'est une photo de Tepoztlán, par exemple,
qui nous permet tranquillement de monter en altitude, de faire des petites randonnées, de faire à Tepoztlán, c'est très connu aussi. Il y a beaucoup des gens qui vendent l'artisanat. On voit justement dans la photo une petite galerie. Donc, c'est vraiment une partie de pouvoir nous balader, nous acclimater, mais avec beaucoup de découvertes. Ici, on est en Tepoztlán. On va pouvoir faire une belle randonnée. Et quand j'étais adolescent, j'allais très souvent à Tepoztlán. J'avais une amie qui avait une maison, puis chaque fin de semaine, j'étais sage toute la semaine avec mes parents pour qu'ils me laissent partir avec mon ami. Puis on était en amour parce qu'il y avait beaucoup d'hippies avec les rastas puis qui vendaient des bracelets. Donc, moi, j'avais tripé solide sur Tepoztlán. C'est sûr que je vais vous faire découvrir Tepoztlán. C'est un incontournable si on visite la ville du Mexique. C'est si proche puis si beau. Mais surtout, on enlève la partie hippie beau. Là. On va monter. On voit ici dans la photo, ça représente bien. Puis peut-être dans les autres photos, on va voir. Mais on monte. Il y a une petite colline montagne qui nous fait arriver au sommet. Puis en haut, il y a une petite pyramide. Donc, c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'histoires aussi dedans. On est vraiment dans le cœur des Aztèques, des Nahuatl. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Donc, à chaque village, dans chaque pueblo mágico qu'on va visiter, il y a presque dans tout des petites pyramides ou des centres archéologiques qu'on va aussi visiter. Donc, on voit par exemple ici dans la photo ou dans les photos qu'on va vous présenter, ça représente vraiment les pueblos mágicos, donc des petits villages qu'on peut se promener en toute sécurité. La nuit, c'est calme, c'est pas des choses bruyantes. Souvent, c'est des rues avec encore la pierre, donc il n'y a pas énormément de voitures, il n'y a pas vraiment, c'est vraiment un esprit d'être en petit village en campagne. On entend bien la cloche de l'église qui nous réveille, qui nous dit OK, c'est l'heure de la messe, c'est l'heure d'aller prendre l'apéro. Donc, c'est dans cet esprit les voyages. Justement, ici, il y a une super belle photo. Comme on voit aussi, c'est pas juste les paysages qu'on va visiter, on va pouvoir apprécier dans le voyage des montagnes, des sommets, des roches, des glaciers. Ça va être assez varié, vraiment varié. On voit ici, c'est très vert. C'est une température quand même très agréable de Tepoztlán et presque dans tous les villages qu'on va visiter avant de faire les ascensions. C'est des températures vraiment agréables. D'ailleurs, je n'ai pas encore mentionné, mais le prochain départ, c'est novembre. Fin novembre. Donc, même si on est proche de rentrer dans l'hiver, les températures quand même restent quand même agréables à 15-20 degrés. Donc, parfait pour marcher. Donc, une idée un peu des belles photos. C'est sûr que la présence des églises, la religion catholique a été très présente et très fusionnée aussi avec les traditions des autochtones mexicaines. Et dans la plupart des endroits qu'on va visiter, on va être face à ce contraste des pyramides, mais à côté l'église, puis à côté la madame qui s'habille encore de façon traditionnelle, qui pense aux morts comme à l'époque, mais qu'il va aller à l'église tous les dimanches. Donc, voilà, c'est le Mexique. Ça fait partie de la culture puis du folklore. Donc, il y a encore aussi des gens qui essaient de suivre des traditions aztèques, donc de la danse ou des habits. Donc, ça c'est autre chose qu'on peut facilement trouver dans le voyage. Donc, c'est fort en culture, fort en tradition et beaucoup aussi en histoire. On va pouvoir visiter entre autres Teotihuacan parce que on est proche, on ne va pas passer sans les visiter, c'est sûr. Donc, on va passer visiter Teotihuacan, on va visiter Tepoztlán, qui est une pyramide aussi, Malinalco aussi, Cholula aussi. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment beaucoup cette mélange entre histoire et tradition, culture, folklore. Donc, c'est sûr que l'objectif, évidemment, c'est de faire la montagne aussi. Donc, on va tranquillement, graduellement monter en altitude, avoir une bonne acclimatation. Quand on commence à se sentir prête, on va faire en premier l'ascension
de randonnée, c'est le volcan de Toluca. Le volcan de Toluca est très connu à cause qu'il y a deux lagunes dans le cratère. On appelle les lacs du Soleil et de la Lune. Donc, on va aller là. Si les conditions sont bonnes, si tout va bien, peut-être on peut même monter un peu plus haut. Plus haut. Donc, ça fait une bonne randonnée, une bonne première ascension pour sentir comment ça va le corps, tester les jambes, tester l'équipement avant d'aller faire les sauts de montagne Isla Siwat et Pico de Lizaba. Donc, après le Toluca, on va directement aller à l'Isla Siwat. Puis l'Isla Siwat, j'avais choisi entre autres cette montagne, c'est le troisième sommet, la troisième montagne, le troisième sommet plus haut on peut faire au Mexique. Dans cette photo, on voit de l'autre côté les Popocatépetl, que c'est le deuxième, mais c'est un volcan actif, donc on ne peut pas y aller. Mais l'avantage de pouvoir monter l'Isla Siwat, c'est qu'on peut avoir une super belle vue du Popocatépetl. Et l'Isla Siwat, il y a tout dans la mythologie mexicaine, en fait, l'Isla Siwat, ça représente une femme qui a endormi. Donc, on va parler des genoux, on va parler de son ventre, on va parler de ses seins, on va parler de sa chevelure. Donc, c'est une femme qui est allongée, qui dort. En fait, elle est morte. Et juste en face, il y a son amoureux, donc les Popocatépetl, qui est en train de pleurer la mort de cette femme. Donc, lui, il est à genoux, puis il prie. Donc, dans notre mythologie, c'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose de symbolique pour les Mexicains, les Popocatépetl et les Siwat. Je laisserai un peu la parole tantôt à à FX. Fix. Désolée. C'est l'autre collègue, non, c'est pas vrai. Pour vous parler un peu plus de cette montagne, c'est que là, qu'est-ce que je voulais juste pour finir la présentation puis mon intervention sur cet voyage, c'est que les listes là, c'est ouais, comme je disais, il y a un fort symbologique pour les Mexicains. Donc, très souvent, on va trouver, par exemple, au pied de montagne, dans les camps basses, des gens qui vont aller faire des offrandes. On a toute une histoire rencontrée d'expliquer de pourquoi ils les font, la signification même énergétique, si on veut, mystique de la montagne. Puis je pense que ça fait aussi partie du voyage. Donc, c'est sûr que ça va nous faire plaisir de vous expliquer tout ça pendant le voyage. Donc, je pourrais peut-être te laisser parler un peu de la partie un peu plus technique, de qu'est-ce qu'on va vivre dedans. Ouais, c'est ça. Je te laisse continuer. OK, ben oui, merci beaucoup. Donc, oui, le point de vue technique de ce voyage, tu sais, les altitudes, peut-être. Donc, il faut savoir que globalement, quand tu arrives à Mexico, tu es à 2800 mètres environ. Le Toluca va culminer à 4006, 4008 autour, et que les nuits vont toujours être à peu près dans cette zone entre 2600 et 3000 mètres. Donc, c'est relativement confortable, mais ça permet une acclimatation efficace. Donc, il y a beaucoup de climb high, sleep low. Et particulièrement qu'on arrive ici sur le Isla Siwalt, c'est là qu'on va changer un peu d'esprit, qu'on va être en mode d'expédition, c'est-à-dire on va monter un camp de base à la Joya. L'altitude, tout ça, ça va être marqué sur le site, mais on est dans les 3800 à peu près. Et il va y avoir un autre camp supérieur, puis après ça, une longue montée sur une arête. Hein. Vous avez vu son profil à l'Isla Siwalt, c'est très long. Et c'est la particularité de ce sommet qui est peu technique, puisque, a priori, on est avec des crampons de marche et bâtons de marche. Il pourrait y avoir de l'encordement selon le niveau d'enneigement, des névés qui vont être présents. Comme on peut voir, c'est une variété de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, l'Istaciwad, le défi, c'est d'abord monter à 5220 mètres, mais aussi ensuite de faire une longue journée de marche. Donc, elle va vraiment détonner par rapport à ce qu'on va faire avant, voire même après. C'est le défi de l'Istaciwad. C'est sa caractéristique géographique. Mais ici, là, on s'entend que ce n'est pas un point de vue du sommet, c'est un point de vue aérien que je suis allé chercher sur les internets, mais ça nous donne un très beau contexte de la montagne avec justement
son mari Popocatépetl, qui est en face. Donc voilà, notre premier défi. Donc, on aurait eu un programme d'acclimatation avant, des pauses dans les villages, tout le vol que Mariana a dit, et on a fait l'Istassy-Walt. Oui, non, le sommet reste encore dans cette formule-là. Je ne veux pas dire optionnel, parce qu'on va y croire, on va évidemment encourager tout le monde à se dépasser à travers ça, mais ce n'est pas le sommet absolu, c'est l'esprit global. Hein. Donc, on revient, on se repose, on est à Cholula, ici. Donc, Cholula qui est reconnu pour dis-moi, c'est une cathédrale, une église, hein, Mariana? En fait, Cholula et Puebla, c'est l'endroit où il y a plus d'églises par habitant. Oui. C'est fou comme il y en a. Donc, mais en fait, ce qui est caractéristique encore, c'est qu'il y a cette église, mais il y a aussi les sites archéologiques, mais on a un très, très, très magnifique point de vue du Pico. Donc, c'est pour ça Ben, qui est si complètement. magnifique. Puis, ça correspond bien parce que ça nous fait une bonne pause entre les deux sensations un peu plus exigeantes, si on veut. Donc, ça nous fait une bonne façon de retourner nous prend un peu d'énergie, continuer avec cette immersion culturelle, puis hop, on va direction le Pico de Orizaba. Ouais. Donc, tout ce qu'on a vu rapidement, c'est des photos de justement autour de Cholula, un peu Puebla, là, mais c'est un peu la même région. Donc, on va se servir de cette ville pour un camp de base de ressourcement en vue de se rendre à Tlachicuca, ville d'entrée classique pour affronter le Pico de Orizaba qu'on voit au loin. Donc, c'est le point culminant du Mexique, 5640, 10, je ne me souviens plus. Bref, vous pouvez voir ça sur les internets, mais on est au-delà de 6600, ça je le sais bien. Donc, c'est le point le plus haut, c'est impressionnant. Il y a un glacier en haut. Donc, toujours avec nos guides de montagne. Donc, on va pour toutes les montagnes. On aura des guides certifiés mexicains, certifiés UIGMA. UIAGM. Bref, cette certification-là, les guides internationaux de montagne, j'oublie tout le temps le sigle, mais je pense que c'est UIAGM. Bref, en français. Donc, ce sont des guides accrédités pour faire ces montagnes-là avec des ratios serrés, 1 pour 2, 1 pour 3, selon la technicalité. Donc là, nous, on devient accompagnateur, on devient juste comme coordonnateur de tout ça. Et le monstre de la fin, disons-le, j'aime ça dire ça, c'est le Pico. On s'y rend donc en Jeep depuis Tlachicuca avec une route assez cassée, merci. C'est l'aventure pure qui commence. Donc, on est d'abord en forêt, ensuite sur l'altiplano, le haut plateau, et on se rend à notre camp de base refuge qui s'appelle Piedra Grande, qu'on voit ici. Donc, ceux qui ont l'œil fin, attention, arrête ça ici 2 secondes. Ai-je vraiment vieilli? À peine. Donc, voilà. Donc, ça fait quand même, pour vrai, donc ça, c'est mon passé montagnard avec mon frère. Ça fait 15 ans que j'ai pu faire des allers-retours au Mexique. Entre autres, la première fois ici, c'était mes meilleures photos, il faut croire. J'ai eu l'occasion de grimper ces montagnes-là à 2 reprises. Puis évidemment, ben, ça, c'est plus pour notre logistique, mais nos guides le font très, très régulièrement à destination, évidemment. Donc, c'est une trek, reviens juste 2 secondes, Mariana. Donc, c'est un trek qui se décortique, donc non, pas celle-là, l'autre après. Ouais, elle, parfait. Donc, on voit la route d'accès jusqu'au refuge qui se fait en 4x4 depuis Tlachicuca. Nombre de temps non déterminé. On dort au refuge. Ensuite de ça, on monte un peu chargé avec la base pour une nuit de camping à un camp d'altitude. Si, si notre acclimatation en a besoin. Par contre, si elle n'en a pas besoin, on peut faire un aller-retour d'acclimatation, de juste se délier les jambes, voir le paysage et tenter un sommet depuis la base à 4500. Donc, ça ferait un dénivelé de 1100 mètres qui se fait très bien étant donné l'inclinaison du volcan. Mais bon, la stratégie sera déterminée à destination, mais on aura dans tous les cas tous les équipements pour les 2 scénarios. Si on va dormir plus haut, qu'on appelle le Campo Alto, le camp d'altitude, si on veut, eh bien, on sera au pied du glacier Yampa, qu'on voit ici. Et donc, on est autour de 4950 mètres, 5000 à peu près. Et le lendemain, oh là là, que j'ai l'air en forme ici. Le lendemain matin, donc, oui, au crépuscule, non pas au crépuscule, à l'aube, eh bien, très tôt, hein, on revient
on part en fait pour cette ascension. Arrête ici 2 secondes, on peut avoir ici une idée de l'inclinaison qui est variable. Donc, pour cette montagne-là, on est sur un territoire alpin, donc on a nos guides avec un ratio 1:2, c'est encordé avec crampons piolets et tout l'équipement qui est potentiellement fourni par nous, du moins en location vraiment pas cher. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir nécessairement là-dedans puisque ça serait sûrement un voyage d'initiation à l'alpinisme. Donc, on peut fournir ce matériel-là à très bon prix. Et voilà, donc c'est pour la portion finale du Yampa, finalement autour de 5100 mètres jusqu'au sommet à 5600 et des poussières. Voilà, photo. Oh là là, oh là là. Bouh. Donc, donc voilà, on a vu rapidement ce que peut consister un peu cette ascension-là. Il faut savoir que vers la toute fin, en arrivant vers la caldeira, donc vers le cratère, il y a peut-être une inclinaison qui monte à 40-45 degrés à peu près. Et c'est là qu'on sera bien content d'être en petite cordée avec nos guides. De là, si tu reviens sur la précédente, moi, ça m'impressionne vraiment cette photo-là. Bon, c'est une photo de 2006, là, mais on voit le Popocatépetl au loin. On voit cet immense plateau autour de 2500-2600 mètres. C'est sublime, la vue de là. Et ça donne tout le sens là, puissant, disons, à ce voyage qui culminerait potentiellement par là. Encore une fois, l'esprit global, ce n'est pas sommet à tout prix, c'est l'expérience, c'est d'aller au bout de ses limites. Et comme vous avez vu, le sommet, en fait, c'est une journée parmi tout le reste. Donc, on y croit, on le veut, mais on ne se pousse pas à fond pour s'y rendre si on n'a pas le cœur. On aura toujours un scénario alternatif. Voilà, vue sur le cratère, non actif et redescente ensuite vers la ville de Mexico pour terminer le voyage. Ouh C'est là ça. là! Ah, quelqu'un a réussi le sommet. Mais voilà, j'avais pas la barbe à l'époque. Mon Dieu, ça me fait un choc. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est 15 jours. Je te laisse avec les détails, peut-être, Oui, Mariana. donc c'est un voyage, en fait, comme après le Lissabon, on va retourner on est très proche d'un village que j'adore, puis que j'ai trouvé que c'était dommage de pas visiter. Donc, on va finir avec une dégustation du café de chocolat. On va Ouh, descendre vraiment beaucoup en altitude. Là, c'est comme la forêt, il y a des chutes, il y a des lacs qui vont, c'est vraiment, on va fêter comme il faut la fin du voyage. Et on retourne à Mexico pour notre dernier souper dans un quartier branché et on fait au revoir, on fait bye-bye à ce voyage et on retourne au Mexique, donc au Canada. Donc, dans le fond, c'est 15 jours au total de Montréal à Montréal. Euh, les prix, tout va être dans les sites Internet au plus tard lundi. On était presque à la fin de la mise en ligne, mais finalement, on a manqué de temps. On est bien désolé. Donc, c'est vraiment 15 jours de Montréal à Montréal, prix vraiment assez abordable et raisonnable. Le prochain départ, c'est en novembre. Donc, on vous attend. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à partir de demain même. Je travaille demain, donc je pourrais vous donner plus des informations, plus de détails. On partirait le 26 novembre, puis on revient le 10 décembre. Donc, ça, c'est la prochaine départ. good. Excellent, merci pour ça. Eh oui, c'est ça. Nos voyages sont tous créés à la pièce avec un ensemble de contacts qu'on a depuis des années ou qui a donné des contacts par des voyages personnels. Donc, il n'y a aucune formule tout packagée qu'on revend. Il faut bien comprendre ça. Donc, c'est vraiment le cas ici pour le Mexique. Et c'est le cas dans ce que je vais présenter à l'instant à la Concagua. Oui, on prend des services sur place, mais tout le reste, l'encadrement se fait vraiment par nous de A à Z, même avant de partir à destination, puisqu'on offre, dans le cas de tous nos voyages de montagne, une journée de formation technique et préparatoire en vue de l'aspect montagne, l'aspect alpinisme. Donc, à Concagua maintenant, donc on saute, on reste dans le même continent. Non, on descend vers le sud finalement. J'allais dire même continent, mais oui, les Amériques. Donc, point culminant des Amériques, 6962 mètres, c'est un monstre, c'est une immense sentinelle de pierre, comme les Aymara la nommaient. Donc, à Concagua, en langue Aymara, veut dire la sentinelle de pierre.
peut-être pas tant de ce point de vue, qui est la face sud, mais du point de vue du camp de base, de la face de la voie normale, c'est vraiment très significatif. On vole vers Mendoza. Donc, Mendoza, c'est la ville d'entrée. C'est une ville aussi qui est reconnue pour son côté culture du vin viticole. Donc, le climat est bon. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, la période de l'année pour faire l'ascension de la Concagua, c'est l'hiver. C'est notre hiver, donc l'été austral. Donc, on y va en janvier. Cette année, pas cette année, mais en 23, ce sera le 7 janvier qu'on part. Eh bien, on est au cœur de l'été là-bas. Il fait 35 degrés à Mendoza, peut-être 25 sous les platanes, parce que cette ville a été construite de manière logique pour être, se protéger du soleil, mais on est littéralement dans un désert. Okay? Alors, qui dit culture du vin, puis toute l'influence de l'Argentine, l'influence italienne, l'influence européenne et locale aussi, eh bien, dit une cuisine, une gastronomie qui est significative, qui est particulière, qui rayonne dans sa simplicité et son abondance, je vous dirais. Et là, je sais que Normand Lepage est à l'écoute, je pense. Donc, je vous montre la fascination de Normand devant l'assado argentin qui est reconnu quand même dans ses variétés de viande grillées sur un feu de braise. Donc, ça fera partie de l'expérience culinaire qu'on veut bien donner dans ce voyage. Donc, passons un peu tout de suite vers le petit côté logistique. Donc, cette montagne-là s'inscrit dans la couronne des Seven Summits. Donc, les sommets, chaque sommet les plus hauts de chaque continent. Je ne sais pas si je le dis bien, mais à peu près. Donc, c'est contingenté, c'est limité, c'est structuré au niveau du tourisme argentin. Donc, il y a un permis d'ascension à avoir, quelque chose que nous, on va organiser partiellement en amont et qu'on terminera là-bas à destination. Mais il faut savoir qu'il faut quand même se prendre un peu d'avance, sachant la contingence de cette montagne-là. Il faut aussi, je veux dire, passer à travers une certaine organisation pour pouvoir faciliter tous ces processus. Donc, permis d'ascension, une fois que c'est fait, on est heureux. Notre particularité, c'est en 2023. Donc, en 2023, ça sera le 25e anniversaire de Caravanier. On s'est dit, changeons les vieilles traditions. La Concagua classique, justement, en investiguant la montagne du début, puis en restant là 15-16 jours, on trouvait ça un peu lourd, on trouvait ça peu varié, puis on trouvait qu'on manquait un peu d'autres paysages des Andes dans ce coin-là de l'Argentine. Donc, on s'est dit, varions la chose, allons vers une acclimatation qui, qui va aller chercher un autre massif de montagne. Donc, à date, à ma connaissance, même avec les agences locales ou ailleurs en Europe, il n'y a pas d'équivalent de stratégie pour l'acclimatation. Par contre, puisqu'on vous parle pas mal depuis le début de notre expérience personnelle, nous, les guides de caravaniers. Donc, la première fois que j'ai fait l'ascension de la Concagua en 2004, ouais, donc ça fait 18 ans, on est allé s'acclimater dans le massif du Cordon del Plata. C'est un massif qui a plusieurs sommets de fin 4000 mètres, 4800, 5000 et ça peut aller jusqu'à presque 6000, qui est le Cerro del Plata qu'on voit sur la photo de gauche. Donc, dans ce contexte-là, je me suis dit, waouh, je suis ailleurs, je suis dans un centre de ski en plus pendant l'hiver là-bas, mais là, c'est l'été, fait que c'est pas occupé. Il y a des refuges, on est quand même un petit peu plus confortable et ça nous permet de varier justement nos randonnées pour s'acclimater au lieu de faire des allers-retours sur la montagne. Donc, c'est la stratégie qu'on fait. On va donc investir 6 jours complets de rando depuis donc la vallée de Vallecitos dans le Cordon del Plata. On est en refuge 2 nuits pour la première partie de l'acclimatation. Puis après ça, on s'en va monter un camp de base un peu plus haut. Et là, j'ai pris une photo sur le net là, pour vous montrer un peu la variété de sommets qu'on peut tenter ou faire partiellement pendant cette période d'acclimatation-là. En particulier, on va viser Adolfo Caillé, on va viser le Vallecitos, le sommet à 5400 mètres, et le Cerro Franque, mais on ne le voit pas sur cette photo. Peu importe. OK, donc, ça sera création du moment, puisqu'à partir de ces deux camps de base-là, refuge et le camp plus haut, on rayonne et on est à une distance, je vous dirais, moins de 10 km aller-retour des sommets. Donc, on ne dépense pas trop d'énergie, mais on fait des gains super efficaces en altitude et on dort plus bas pour justement activer le corps et la création de globules rouges. Petit paysage ici. À gauche, la route, la crête vers le sommet du Vallecitos.
On est au-delà du camp de base en altitude, donc le Salto de Alto qu'on voit à droite. Donc, ça sera certainement là notre second camp de base dans la région du Cordon del Plata, ou si le groupe va bien, ou si l'acclimatation est bonne pour les gens, on peut monter même un peu plus haut, ici même, où on sera littéralement perché en haut des nuages. Et puis, ça nous permettra de voir la vallée de Mendoza, la vallée d'Uco, toute la région viticole autour de la capitale de la région. Cerro Franque avec le Vallecitos en arrière-plan. Donc, au bout de 6 jours donc, dans cette région-là, on aura fait le plein de globules rouges, j'espère. Et ensuite, on se dirige vers le parc de la Concagua. Donc, c'est une route, 3 heures de route, c'est pas super long. On fait une transition via une auberge, on fait le plein de bonnes choses, on revient quand même en basse altitude, on se refait un peu la forme et on repart vers la voie normale, disons, de la Concagua. Attendez, je vais ouvrir mes rideaux parce que je me vois plus. Fait que voilà. Donc, on va se permettre de faire une ascension de la Concagua par la voie normale parce que la voie normale, finalement, c'est la plus efficace. Je vais expliquer ça pourquoi dans quelques instants. Et aussi parce que je trouve que rendu là, qu'on se lance un défi comme la Concagua, je ne sais pas si c'est une autre photo papier média, non. Donc, on se lance un défi de cette envergure-là. On est là pour le sommet. On ne se cachera pas, là. Okay? Donc, on est là pour le sommet. On va tout donner nos chances pour faire le sommet. Donc, le chemin, on a misé ici pour l'efficacité. Maintenant, depuis des années, parce que ça fait des années qu'on fait ça, autant chez Caravani, il y a des guides qui l'ont fait presque 8 fois. Moi, je l'ai fait 6 fois à date. On a fait par toutes sortes de faces, le faux polonais, le polonais, la variante 360, la voie normale, etc., pour se rendre compte qu'en bout de ligne, avec la popularité de la montagne, il y a kiff-kiff à peu près de fréquentation d'un bord ou l'autre des voies. Donc, de miser sur c'est moins fréquenté et autres, c'est plus vraiment vrai. Donc, quand on enlève cette variable-là, qui faisait peut-être une expérience différente, on dit on se mise sur la voie la plus efficace et donc la voie normale. J'y arriverai plus tard pour vous dire pourquoi, mais donc, c'est le choix éditorial qu'on a fait pour la version de 2023. Ça reste que d'édition en édition, il y aura toujours autant de bagages. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, on transporte tout à dos de mule. Tout est géré par nous et par vous aussi un peu parce que c'est un voyage participatif. Donc, à Mendoza, on va vous amener finir l'épicerie. On va vous donner le choix peut-être de choisir des choses que vous aimez, des petits goodies qui font du bien à l'âme le temps venu et de pacter ça avec nous sur les mules, donc de faire partie justement, de s'imprégner un peu de l'expérience, parce que c'est ça un peu voyager, hein? C'est pas juste voir des paysages, c'est aussi y mettre la main, participer. Donc, les 700 kilos de matos, il faut les atteler sur les mules. Et ces mules-là vont faire la longue route jusqu'à Plaza de Mulas, donc c'est 24-25 kilomètres. Et on aura l'occasion, entre-temps, selon notre acclimatation, et là, en ce moment, tout est bien clair sur le site Internet, c'est la version finale. Donc, vous pouvez voir le quotidien de l'itinéraire, mais on aura l'occasion et l'opportunité d'interagir avec les gauchos qui sont les gens, les muletiers finalement, qui transportent le matériel. On fait des fois escale à Confluencia et on va partager l'assado typique avec eux. On a vu tantôt la pariada, hein, quand M. Normand avait un grand plaisir à manger. Là, on va être plus sur le côté traditionnel ici. On va troquer donc quelques bonnes bouteilles de vin rouge en échange de bons gros steaks avec ces coupes argentines, comme l'asado de tira, comme d'autres coupes. C'est vraiment typiquement argentine. Et leur truc, parce que ça fait partie de la réalité là-bas, d'un climat chaud, un climat donc où la conservation de la viande est peut-être un peu difficile, et bien donc, ils vont saler et saler abondamment la viande comme ça pour vraiment recouvrir toute la surface et mettre ça littéralement sur les roches comme ça pour qu'au soleil, il y ait une espèce de dégorgeage des liquides, hein, puis que ça devienne bien croustillant en surface. Ensuite, on râle tout le sel, puis on met ça sur un petit lassador. Donc, lassador typique qui est une grille d'à peu près quelques pouces de haut sur une braise bien chaude. Okay? Et là, c'est la grillade incroyable. Donc, on sert avec un chimichurri. Et ça, juste ça, là, dans l'interaction avec eux, par le fait qu'on parle espagnol aussi, qu'on peut justement servir un peu d'interprète, ça sera un incroyable
repas, une incroyable interaction. Donc, ici, faites attention. Non. Mon ami Léopold, donc, qui ici faisait une mise en scène pour vous rappeler qu'il fait chaud à la Concagua et qu'un coup de chaleur pourrait tout scraper votre beau programme d'acclimatation. Donc, prévention, hydratation et se protéger du soleil. Ici, cette photo n'a pas été prise à Kandahar pendant la guerre en Afghanistan. Elle a été prise à la Concagua. Donc, on a vraiment cette tenue-là, désert, traversée de désert, parce que les 2 journées de trek pour se rendre là où les 2 journées de trek pour se rendre sont littéralement chaudes et accablantes. Il n'y a pas d'ombre. Voilà. On arrive au camp de base. Donc, les camps de base, là, c'est sûr que ça, c'est des images pré-pandémie. Peut-être, je pense que ça va revenir à la normale de l'époque, c'est-à-dire, je vous dirais à peu près, en tout et partout dans la saison, là, qui serait partie entre le 15 décembre et le tout début mars, environ 1000 grimpeurs. À peu près, mais je suis sûr que la stat est plus tout à fait à jour. Et donc, il y a beaucoup d'infrastructures de camps de base, beaucoup d'infrastructures globales, de tentes individuelles, de tentes repas, de tentes toilettes, tentes cuisine et entrepôts. Donc, c'est tout réparti au pied de la montagne. Donc, ça va nous donner une idée dans quel genre de village, littéralement, on va s'immiscer, dans lequel, en fait, on va être là pendant plusieurs jours et donc, on va se recréer notre confort à travers tout ça. Fait que les infrastructures de camp de base sur des montagnes de cette envergure-là sont significatives, sont importantes. Puis nous, on a choisi un collaborateur qui se distingue, je vous dirais, qui se démarque de les autres par rapport à la qualité globale, par rapport au fait que la qualité de sa nourriture, la variété, les équipements qu'ils utilisent, le service, puis aussi les douches, il y a même des petits saunas, etc. Donc, on est je ne cacherai pas, on est dans du confort au camp de base. Et puis ça, on serait fou de s'en passer. Au niveau sécurité, toujours le fait d'avoir payé le permis d'ascension nous donne accès, on ne l'espère pas, là, mais à des évacuations héliportées dans un cas de problématique quelconque. Et donc, il y a toujours cette assistance-là. Il y a des gardes-parcs qui sont aussi sur la montagne, à Nido de Condores ou à Plaza Mulas, pour coordonner et superviser les grimpeurs, en plus des équipes de médecins qui sont comme en stage là, sur la montagne, puis qui vérifient là, que tout va bien, que notre déroulement finalement d'acclimatation se passe bien. Donc, on continue. Et là, les fameuses pentes. Donc, je n'ai pas de photos, parce que ça, c'est la voie du côté du glacier des Polonais, mais ça représente quand même cet angle. C'est même un petit peu plus pentu du côté de la voie normale, mais c'est cette espèce de pente infinie. En tout cas, du moins, qui va nous paraître infinie dans la tête parce que c'est là tout le défi de la Concagua, c'est de monter la sentinelle de pierre pas à pas dans un zigzag avec les charges, puis d'essayer de tomber dans un rythme qui est, comment dire, quasiment méditatif, où on essaie de penser à rien, puis on laisse le corps essayer de défier la gravité. Et littéralement, c'est ça, la Concagua, c'est ça le défi. C'est le fait que sur cette montagne-là, a priori, on n'a pas toutes les équipes de porteurs ou d'équipes locales, comme on n'est pas en tout cas avec les Sherpas ou autres ethnies, pour pouvoir acheminer tout ce matériel-là. Ce n'est pas le cas. Il y en a des porteurs, on en engage parce qu'on a une stratégie de nourriture qui est particulière, donc on ne veut pas vous faire traîner plus lourd, mais vraiment, sur cette montagne-là, il faut être en mode sac à dos avec du poids et dénivelé positif. Donc, c'est vraiment le défi de cette montagne-là. À part de ça, il n'y a pas vraiment de nécessité technique. Donc, c'est de monter des charges, finalement, progressivement sur la montagne. Mais là, considérant qu'on va avoir, et on passera avec la vie de camp de base après, mais considérant qu'on va s'être acclimaté avant, dans un mode plus léger, mais on risque d'arriver là avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de globules, être capable de faire ces étapes-là, en fait, de faire moins d'étapes. Parce que stratégiquement, on passe par plus de camps. Dans notre approche, on fait 2 camps, c'est tout. Donc, c'est vraiment faciliter le séjour sur la Concagua et limiter les allers-retours sur la montagne qui, elles, nous tuent, entre guillemets, nous épuisent. Donc, la vie de camp, ça, c'est un autre volet d'une expédition comme celle-là. Donc, la vie de camp, c'est des efforts, mais c'est aussi du rien faire. Et puis, il arrive certains moments sur la Concagua où il y a des espèces de, j'appelle ça moi des fournaises, là. Le vent est inexistant.
les masses de chaleur sont emprisonnées sous une masse de nuages, puis là, ça tourbillonne comme ça. Donc, des fois, il y a des petits coups de vent qui nous refroidissent, des fois, c'est 30 degrés, puis on crève. Donc, c'est la proximité aussi dans la vie de camp avec mon ami Léo. C'est quand même quelque chose. Donc, c'est t'as chaud, t'as froid, t'as chaud, t'as froid, puis il faut que tu te reposes, puis tu t'hydrates parce que tu n'as rien d'autre à faire. Donc, c'est ça aussi la vie de camp. Ça peut être aussi en fin de soirée jouer à des jeux puis socialiser un peu. Donc, cette photo a été prise avant la COVID-19, by the way. Mais non, mais tu sais, mais ça pour dire que ça peut être ça aussi avec les grosses doudounes le soir. Donc, les écarts de température dans un contexte désertique sont forts. Puis, on veut quand même cet aspect-là de groupe. OK? Je sais que Luc nous écoute en ce moment, il était dans les groupes récemment. Cet esprit-là qu'on a vécu dans les groupes, il est là aussi dans la Concagua, puis tous ceux peut-être qui nous écoutent aussi. Mais il est plus restreint et moins confortable. Ça, je peux te le dire qu'on va être sur les camps d'altitude. Mais ça reste que nous, on se donne des camps, des grosses tentes comme ça, 4 places qui permettent d'inviter pas mal de monde, puis c'est sympathique. Okay? Donc, Nido de Condores, c'est notre second camp. On a eu le camp de base, puis on a Nido de Condores, puis peut-être un autre camp qu'on va appeler Berlin. De ce camp-là, c'est un immense plateau. C'est un immense plateau qui permet d'avoir un petit peu plus d'infrastructure, parce que par le fait que que je fais transporter par les porteurs de la comida thermoestabilizada. Hein? C'est ça, Mariana? Hein? Donc, si on traduit ça, c'est de... Honnêtement, c'était la première fois que j'attendais ce mot en espagnol quand tu l'as prononcé. Donc, thermostabilisé, disons-le de même. En fait, des cannes. On va appeler ça de même, c'est plus simple. En fait, c'est des sachets. J'en ai encore un dans mon congélateur. Donc, des sachets de viande, de nourriture. C'est des plats cuisinés qui ne sont pas déshydratés, qui sont super bons, puis qu'on fait juste cuire en bain-marie et qui nous permet vraiment de manger avec appétit malgré l'altitude. Et ça, c'est l'élément clé pour le succès sur la Concagua, c'est-à-dire ne pas dépérir parce qu'on n'a pas faim ou parce qu'on a une perte d'appétit mental. Donc, avec ces sachets-là, donc on les fait cuire, on les sert dans une assiette blanche, petite présentation, blablabla. Et là, tout de suite, psychologiquement, on a le goût de manger, on gagne les calories nécessaires, puis là, on ne tombe pas dans le cercle vicieux de la pente descendante. Okay? Donc, c'est l'élément clé. Donc, pour transporter tout ça, ça prend des porteurs, puis donc on assume ces frais-là. On va aussi se monter une petite tente légère commune pour avoir cette vie-là qui nous permet de motiver collectivement. Donc, ça, c'est cette psychologie puis aspect alimentaire, c'est super important pour un expé comme ça. On le voit ici un peu sur le setup. Là. Donc, vraiment, c'est après des expériences. Ça fait 10-15 ans qu'on fait la Concagua. Puis à chaque fois, on dit qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'était quoi les difficultés? Puis là, on arrive vraiment à, je pense, dans une cuvée là, qui regroupe toutes ces solutions-là. Donc, la photo ici avec de la neige, ben oui, ça peut être ça. Donc, sur la voie normale, et je vais juste finir avec mon argumentaire de voie. Là. Donc, pourquoi la voie normale? C'est parce que les distances entre les camps sont les plus efficaces, c'est-à-dire les plus courtes. Donc, entre, par exemple, la Zamoulas puis Camp Canada, on est à 2 km de marche, mais on fait un gain d'à peu près 750 mètres. Après ça, si on va un peu plus loin à Nido, qui est le camp que nous, on a choisi, c'est 300 mètres de plus, on est à 5450, puis on est à peu près à 4 km de marche. Okay? Donc, en distance, évidemment, qui monte. Donc, s'il faut se positionner, s'il y a une mauvaise température, s'il faut redescendre parce qu'il faut attendre encore, on n'est pas découragé par le fait qu'on a des longues distances à parcourir. Donc, on peut se déplacer très rapidement parce qu'en bout de ligne, il faut être acclimaté et prendre les bonnes fenêtres météo pour les sommets, pour le sommet. C'est l'élément clé de la stratégie sur la Concagua qu'on n'aura certainement pas sur les autres montagnes où on dépend pas mal moins de la météo pour tenter des sommets. Donc, la Concagua, il faut une fenêtre. On a des rapports météo précis, on a des communications par téléphone satellite, on a des rapports aussi par les gardes de parc, donc les gardes de parc qui nous donnent des topos. On juxtapose tout ça, on choisit notre stratégie, notre fenêtre de temps. Et s'il a fallu descendre pour se reposer ou autre, on pourra se remettre en position très rapidement à cause du choix de la voie. Et je vous dis, si l'objectif, c'est de faire le sommet, la voie normale reste en soi une très belle expérience et la meilleure pour réussir. Donc, voilà. Donc, tentative de sommet, on a vu ici la neige. Ça arrive souvent à partir de 5500 mètres, 6000 mètres.
que la portion finale est enneigée. Donc, à travers les années, on voit ici là, que la Canaletta, donc cette espèce de petit corridor là, qui longe la crête sommitale, est toujours enneigée principalement. Et des fois pas mal moins. Mais ça reste toujours ce petit corridor-là de neige qui va nécessiter le port de crampons techniques, donc des crampons de montagne, avec des bâtons de marche. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des piolets ou autres éléments. On porte le casque en cas de dégringolade de roche, donc c'est tout. OK? Voilà. Et j'arrive et je finis donc par quelques photos de sommet. Donc, ici, M. Superman, eh bien, ça arrivait que des fois qu'au sommet, il faisait 5 degrés. Et ça arrivait aussi qu'il a fait moins 500. Il y en a eu des écarts incroyables. Là, c'est drôle, hein, on dirait que ma sélection ici a juste fait que j'ai pris celle-là. Mais d'habitude, on a des grosses doudounes, puis la neige, puis il fait très froid. Okay? Mais ça peut arriver qu'on a des conditions comme ça. Cette montagne-là peut vraiment nous surprendre. Okay? Donc, la morale de cette histoire, à la fin de tout ça, c'est qu'un sommet se réalise quand on revient en bas. Okay? Et ça, nous, on va s'en assurer à tous les niveaux. Donc voilà, donc c'est pas fini parce qu'après le sommet, on célèbre évidemment au camp de base et ça, des fois, c'est un problème parce qu'il y a des gens qui auront fait le sommet avant nous, ils vont célébrer la veille que nous, on part pour une tentative. Tu sais. Puis les heures de coucher, là, je me vois mal me lever et dire hey, là, allez vous coucher, il est 9h30. Là. Donc, on va choisir nos positions de tente en conséquence. Mais donc, cette motadine de vallée de Orcones, la vallée de Los Orcones, qui, en fait, est une vallée sans fin, du moins dans la perspective du retour, où l'on va regagner ici Los Orcones, que ça s'appelle, donc à côté de Penitentes, près de la route. Donc, le véhicule vient nous attendre là. Puis là, regardez nos faces. Là, ça, c'est pris quelques instants après la rando de retour, après 15 jours d'expédition, dans ce cas-là. Donc, on a tous des ratons laveurs autour des yeux. On a nos gueules assez maganées, mais je vois des sourires partout. Puis c'est ça, une expédition de cette envergure-là. C'est un dépassement collectif, c'est un dépassement de soi, c'est un travail d'équipe, c'est une symbiose. On va s'être vu à travers nos pires moments, nos plus beaux moments. On va brailler de joie, brailler de peine, mais on va arriver et on va avoir l'impression sérieusement qu'on a fait réaliser quelque chose. Et si vous me posez la question pourquoi je fais de la haute montagne, ben c'est pour ça. C'est juste pour ça. Parce que c'est là qu'on sent qu'on se dépasse, puis c'est là qu'on sent qu'on atteint des choses qu'on ne ferait pas normalement. Donc voilà. Donc après ces émotions-là fortes, ben le réconfort. On finit ça dans une bodega. Donc l'assador va s'améliorer de plus en plus. Donc, on aura vu le petit assador au début, l'assador des gauchos, puis l'assador de la bodega qu'on voit ici. Donc, dégustation de vin argentin, cuisson de viande. Les végétariens, il y a des options, hein, gênez-vous pas, mais c'est plus difficile en Argentine. Donc, ça ouh là là, c'est pas des bonnes dates, ça. Ça termine. Donc, ça termine comme ça. Donc, c'est une expédition de 23 jours en tout, là, avec le déplacement aérien. Donc, c'est 3 semaines bien étirées. Ça commence le 7 janvier. Et non pas ces dates-là, ça, c'est les dates de l'Équateur. Donc, le 7 janvier 2023, c'est notre grand retour sur la Concagua. Voilà, je fais une petite pause. Posez-nous vos questions dans le QR. Je vais mettre ma virgule à la bonne place. Ces photos sont NT. Que veux-tu dire, Claude? Ouais. En été, excuse, oui, OK, oui. La Concagua, oui, c'est en été. C'est en été. Voilà. Donc, Mariana, tu Oui, prendre je un petit peux peu la commencer. relève sur les. Mais oui, Ouais, vas-y. Tu vas me prendre évidemment. un. J'allais te proposer justement. Ah, Merci, FX. Donc, est-ce que tu es en place pour moi pour la Concagua? ah, si tu veux. Si tu veux. Si je veux souffrir, c'est ça? Oui, souffrir mais être content à la fin. Oui, c'est ça. Donc, ben, j'ai vraiment le plaisir de faire une petite introduction sur l'Équateur. C'est un pays que j'adore, j'aime beaucoup. J'ai visité l'Équateur, je ne me rappelle pas l'année, 2015, 2016 peut-être, avec l'intention justement de faire, entre autres, les Cayambés. Je n'avais pas
le temps de faire Cotopaxi ou Chimborazo. Donc, je me suis dit, on va faire le Cayambe. Et j'ai vraiment une super, super magnifique voyage avec Ivan. Ivan, c'est un contact ami aussi à Caravani, mais personnel et Fix peut aussi partager cette amitié avec Ivan. Donc, Ivan, c'est notre guide et notre contact en Équateur. C'est évidemment qu'on va faire le voyage aussi avec lui. Et lui, il est passionné de sa culture, de son pays. Donc, il va partager très généreusement cette passion avec nous. Donc, pour ces voyages, en fait, ben, on fait 12 ascensions Cayambe et Cotopaxi. Le volcan de Cayambe, c'est notre un peu initiation à l'alpinisme. Donc, c'est un peu plus technique que le Mexique. Donc, on est encordé, etc. Donc, on va vraiment profiter pour faire une bonne initiation sur les glaciers en Cayambe. Mais tout avant de faire les initiations puis faire les ascensions, encore, on est dans le mode acclimatation. L'Équateur, c'est un petit pays bien avec beaucoup, beaucoup d'infrastructures, beaucoup accès. Et j'étais vraiment, vraiment étonnée de la bonne infrastructure qu'il y a dans les montagnes. Les refuges des montagnes sont vraiment wow! Donc, on va profiter de ça. Donc, c'est dans ces voyages aussi, on fait très peu de camping. Surtout au début du voyage, on est plus un côté plus même randonnée, trek, avec des super beaux paysages. Donc, on fait la laguna de Quicocha. Donc, on arrive à Quito. Quito, c'est la capitale de l'Équateur. Après, on part tout de suite à Otavalo. C'est plus calme, c'est plus proche des endroits où on peut faire la randonnée. Donc, c'est justement parfait. Donc, on ne reste pas beaucoup à Quito. On part tout de suite à Otavalo. Là, on va faire la randonnée dans la lagune de Quicocha. Peut-être que c'est une faute justement de la lagune de Quicocha. Euh, donc, on commence tranquillement à faire des petites randonnées. On est dans le Paramo. C'est un écosystème très typique de l'Amérique du Sud, justement, entre l'Équateur, la Colombie, il y en a, les Pérou, mais en Équateur, c'est vraiment présent. Donc, on a beaucoup ce genre de paysages, puis les Paramos ont une importance quand même écologique pour l'absorption de l'eau, entre autres. Donc, on va visiter, on va faire des randonnées, on va après tout de suite aussi faire une rencontre avec la communauté San Clemente. Donc, la communauté San Clemente, c'est une petite communauté avec des Quichua. Quichua, c'est les peuples natifs de l'endroit. Donc, on voit bien ici des filles qui s'habillent encore de la façon traditionnelle. C'est l'habit typique des Quichua. Donc, on va pouvoir justement Manuel dans la photo, rencontrer Manuel, sa famille, sa communauté qui garde beaucoup de ces traditions qui encore sont très, très très généreux à partager. Manuel, par exemple, il adore les plantes, il connaît beaucoup des plantes, donc il va nous raconter un peu les plantes médicinales qu'il cultive, qu'il fait de la permaculture aussi, donc c'est fort intéressant. Là, c'est une festivité justement, donc c'est des traditions qui font des fêtes, donc il y a quelqu'un qui doit s'habiller de cette façon pour souligner un événement important en Équateur. Donc, ça c'est vraiment la lagune de Quicocha, puis, pardon, San Clemente. Puis, on y va justement là parce que aussi c'est très proche de Limbabura. Donc, Limbabura, c'est un volcan qu'on va faire en ascension, l'ascension de Limbabura. Déjà, c'est une bonne 1 000 mètres de dénivelé. On a un super bel point de vue à haut. Ça, c'est très, très proche de San Clemente. Donc, ça nous permet tranquillement à commencer à tester comment ça va l'acclimatation, comment ça va encore les jambes, l'équipement, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment bien comme journée. J'ai adoré cette journée Limbabura. C'est vraiment un chouette. Ah, ouais, on voit des photos. Ne vous inquiétez pas, c'est pas tout le temps comme ça. C'est juste quand on arrive proche du sommet de Limbabura que là, on commence à être dans une autre ambiance. C'est comme, ouf, tout a changé. Puis là, il faut utiliser les mains, etc. pour arriver au sommet. Mais tout avant, c'est quand même une randonnée pas si, si technique. C'est juste le dernier bout, mais ça vaut tellement la peine d'aller jusqu'au sommet. Donc, après de San Clemente, après cette belle immersion qu'on a avec la communauté de San Clemente, on va faire Limbabura et on revient à San Clemente pour nous reposer puis continuer notre voyage. Donc,
Cotacachi, pardon. Cotacachi. Oui. Vas-y, je peux te laisser. Ben, non, j'allais dire, bref, on va y aller rapidement. Pignane, tout ça, on y va pas dans cette version-là, non? Donc, on le présente comme ça, mais bon, c'est l'Équateur un peu global. Mais bon, c'est d'autres paysages du Paramo. Oui, ben ça, c'est Donc, les Paramos, justement. ouais, Oui, ouais. une belle photo qui représente bien les Paramos. Par contre, on va être dans le Fuya Fuya, on va être dans le Mohanda aussi pour faire des randonnées d'acclimatation. Donc, c'est des paysages qui se ressemblent beaucoup aux photos que tu as présentées. Donc, c'est la rencontre avec les communautés, puis les partages qu'on a avec des peuples, ça passe vraiment à s'inclémenter dans ces voyages. Tout à fait. Donc, KMB, je peux peut-être glisser un mot là-dessus, malgré que tu connais aussi, Mariana. Donc, KMB, oh, excusez, les boutons sont sensibles. KMB, en fait, c'est donc un des deux sommets, un des deux volcans qu'on se donne, qui va être comment dire, le défi montagne de ce voyage. Enfin, encore une fois, tout ce que Mariana a décrit, un peu comme le voyage au Mexique, c'est tout cet apport culturel-là, ces randonnées avec l'acclimatation et le fait qu'on peut toujours descendre en vallée pour dormir. C'est à peu près le même pattern d'acclimatation du fait qu'on va être autour de 2800-3000 en bas dans les vallées, puis ensuite sur les sommets, ben, ça monte rapidement parce qu'il y a beaucoup d'accès en véhicule. Donc, c'est super payant en termes d'acclimatation. Donc, refuge du KMB, un très beau refuge donc, qui nous permet justement de se poser, d'être à l'aise, d'être confortable en vue de notre première ascension technique. Puisque c'est technique, puisque c'est de l'initiation à l'alpinisme, on aura une école de glacier. Hein, donc, un retour sur les notions d'alpinisme, parce qu'on va déjà en avoir vu théoriquement une partie avant de quitter le Québec. On ira sur les premiers flancs de glacier du KMB, situé à peu près à 300 mètres d'altitude, un petit peu plus haut que le refuge. On est autour de 4900, 5000 presque. Et donc, on peut se permettre une journée, une demi-journée, en fait, où on va démystifier la bête, voir le cramponnage, saisir les crevasses, comprendre que ça se contourne, puis que c'est pas si. C'est toujours très dangereux, là, mais je veux dire qu'on peut justement contrôler cet environnement-là. Donc, voilà. Les photos qui suivent, c'est toutes des photos à la descente, hein, parce que les ascensions en Équateur se font de nuit. OK? Donc, ceux qui pensaient faire la grasse matinée dans les refuges de montagne, c'est à oublier tout de suite. On est plutôt sur le mode réveillon de Noël quand vous aviez 4 ans. Donc, on vous réveille, toc, 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 à 11h30, minuit. Et puis là, c'est le réveillon. Et comme réveillon, ben, tu as 8 à 9 heures de marche sur la glace à faire de nuit. Pourquoi on fait ça de nuit? C'est pas pour rien, c'est juste parce que simplement, le fait qu'on est à l'équateur, les journées sont relativement chaudes et humides, hein, lorsqu'il fait clair et donc potentiellement plus de glissement de terrain, de glissement de terrain, de roches qui peuvent débouler, de crevasses qui peuvent être moins fermes, de ponts de neige, etc. Donc, on préfère avoir un sol figé, glacé. Donc, ça se fait principalement de nuit. Quand on commence à descendre, on est déjà dans les petites heures du matin, il est peut-être 7h, 7h30 à peu près, pour qu'on puisse sortir du glacier avant 11h midi maximum. Donc, c'est très particulier. Au Mexique, ça va être un petit peu ça, mais vu que la portion sur les glaciers est vraiment plus courte, ben, on n'aura pas autant à se lever aussitôt. Donc, le sommet du KMB, c'est une longue marche à travers justement un paquet de crevasses, de sérac, etc. Mais à chaque fois, la route est tracée par les guides sur place. On collabore avec des guides certifiés pour les volcans équatoriens. Donc, encore une fois, c'est un ratio serré, comme au Mexique, de 1 pour 2, ce qui nous donne beaucoup de flexibilité quand on veut peut-être changer les cordées pour équilibrer les forces, ou si en cours de route, quelqu'un doit abandonner, ben après ça, on peut recomposer les cordées pour s'assurer que tout le monde ait sa chance d'aller jusqu'au bout de ses capacités. Donc, ça, c'est une belle chose. Et ça sera la même chose pour
le Mexique. Si on se rend jusqu'au bout, on est heureux, encore une fois, mais si on n'y va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, on revient, on attend les autres au refuge, on les encourage, puis c'est tout. T'sais. Donc, puis on aura une seconde chance qu'on fera le Cotopaxi. Entre-temps, eh ben, c'est toujours cette notion de récompense, cette notion de réconfort. Donc, les sources thermales de Papayacta, donc on n'est pas loin, là, c'est sur notre route de retour vers Otavalo. Ce sont de superbes sources thermales, certainement dans les plus belles de cette région d'Équateur. On va en profiter. On est vraiment dans la détente ici. Même que l'eau, des fois, je la trouve vraiment chaude, Papayacta. Mais bon, suis-je une petite nature, peut-être? Mais bon, hein, il y aura pire que ça comme chose à vivre. Quito, petit clin d'œil sur Quito, on n'y passera pas beaucoup de temps à Quito, mais peut-être quelques arrêts, un arrêt, peut-être dans le voyage. Mais Quito, c'est une immense ville, hein, c'est la capitale du pays. C'est très échelonné, étalé dans ce qu'on appelle l'avenue des volcans. Donc, on est au cœur de ça à Quito. Ça fait quasiment 70 km de long, hein, l'étalement urbain de l'agglomération de la capitale. Il y a un centre historique qui date du 16e siècle. Et il y a aussi cette fameuse ligne d'équateur. Hein, photo stagée ici. Donc, on pourra faire le test de la bolle de toilette, à savoir est-ce que l'eau tourne d'un bord ou de l'autre. Donc, tout ça, hein, ça fait partie de ce voyage. Hein, beaucoup d'apprentissage en perspective. Bref, un petit peu de rigolade, mais là, on bouge vers le Cotopaxi. Pour plein de raisons, Caravanier, historiquement, on avait l'opportunité, et je vous dirais, c'est assez unique de pouvoir faire l'ascension par la Carasur, donc la face sud de la montagne, pour plein de raisons techniques, post-pandémiques, refuge qui ne peut pas vraiment ouvrir comme c'était le cas avant. On va devoir se rabattre sur la face nord. Face nord que moi, à travers l'agence que j'avais avant, on faisait beaucoup, donc puis avec Ivan aussi, donc on a comme un peu fusionné notre logistique. Et donc, on propose une ascension par la voie nord, un petit peu plus classique, disons-le. C'est la voie la plus fréquentée. Ça reste que c'est pas non plus une montagne à 15 000 personnes, on ne se cachera pas, là. Et on va partir d'un refuge qui est plus confortable. Disons-le, c'est peut-être un avantage de cette voie-là. Donc, le Tambo-Paxi qui est situé à 3900 mètres. Donc, il est plus bas en altitude, permet une meilleure nuit, un superbe confort, on mange super bien, on est super bien logé. Donc, c'est un monde à part, là, c'est ce refuge-là. Et on fait un peu court accès en Jeep, là, genre 15 minutes, et on repart du refuge j'oublie le nom, mais bref, peu importe, un refuge un peu plus haut à 4500 mètres. Et là commence cette ascension technique sur un terrain relativement similaire au KMB, mais peut-être un peu plus pentu, plus stédé. Donc, la difficulté ou la particularité de cette montagne, c'est que l'angle, vous l'avez vu, c'est un cône parfait. Là. Donc, si je reviens, peu importe. Donc, tu sais, on est sur un angle steady tout le long jusqu'à la fin, tandis que le KMB, on est plus sur des variations de relief qui fait que des fois, tu as des pauses au niveau du quadriceps et du mollet. Ça peut faire du bien. On aura toujours ces pauses contemplatives. Merci à Olivier Paradis d'avoir pris d'aussi belles photos. Donc, c'est vraiment une superbe ascension qui culmine par ce magnifique cratère. Donc, ça, c'est un effet fisheye, ce n'est pas une vue aérienne. Le cratère du Cotopaxi qui est génial, donc qu'on va voir aux petites heures du matin, ou qu'on ne verra pas, comme ici dans certaines circonstances. C'est moi qui attire cette mauvaise météo. Mais donc, non, je rigole. On avait donc à l'occasion, on a pu faire en fait ce voyage-là avec des étudiants du niveau fin secondaire, donc 16-17 ans. On a tous ou presque réussi le KMB, donc les gens avaient aucune expérience, ont été bien préparés avec notre organisation. On a fait le KMB, puis on a été malchanceux sur le Cotopaxi, mais tout le monde est arrêté à 5400. J'avais 24 jeunes arrêtés à 5400 mètres et c'est à cause de la mauvaise météo qu'on a décidé de tous redescendre. Et malgré ça, il y a encore des sourires dans les visages. Donc, il faut quand même partir avec cette idée-là qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qu'il faut laisser aller parce que ça ne sert à rien d'essayer de tout contrôler.
Voilà. Donc, on a un départ confirmé. Vas-y, Mariana, pour ça, c'est toi qui sais plus. Merci. Oui. Donc, en fait, j'ai la très, très bonne nouvelle que le 18 juin, c'est confirmé. Il y a encore la place pour vous ajouter si jamais vous voulez euh, faire partie de ce départ. Puis sinon, le 5 novembre, on a beaucoup de demandes. On a déjà quelques inscriptions. Ça s'aligne pour se confirmer bientôt. Donc, ne tardez pas parce que plus rapidement on puisse confirmer, aussi plus rapidement on peut passer à l'achat des vols, etc. Ça vous permet aussi de vous d'assurer que vous allez faire le voyage, puis vous préparer en conséquence, comme on dit, comme FX a dit, on va pouvoir aussi offrir en sciences des formations d'initiation. Donc, aussi, ça nous permet qu'on puisse déjà mettre une date officielle pour cette journée. Donc, on vous accompagne en fait pour les 3 voyages. On vous accompagne beaucoup avant, pendant et on est content aussi d'avoir votre retour après le voyage. Donc, toujours, il y a une liste de matériel assez détaillée. On est toujours disponible pour vous parler, pour vous conseiller. On a aussi des rencontres pré-départ qu'on peut organiser. Donc, on est très pressant pour vous tous les longs de votre projet. Et surtout, comme FX l'a dit, puis j'aimerais aussi souligner ça, que souvent, notre objectif, c'est arriver à 5 000 mètres, 6 000 mètres, 8 000 mètres. On a cet objectif, mais souvent, on retombe puis on parle plus de tout ce qu'on a vécu et pas juste les 5 000 mètres qu'on a franchis. C'est un bon accomplissement, mais le voyage reste tout le reste aussi. Donc, c'est important qu'on puisse garder ça dans l'esprit. Est-ce que tu aurais de partager la... Oui, pardon. Ben oui, merci. Je répondais aux questions. Donc, il y a des questions, il y a plusieurs questions, c'est trop cool. Oui, je suis en train de répondre ça à l'écrit. Donc, évidemment, si vous avez des questions particulières, peut-être Mariana, en fait, vous pouvez avoir nos adresses courriels qui sont sur nos pages voyage respectives. Je ne sais pas si tu veux l'épeler ou l'écrire, peut-être Mariana Ouais. dans le. Donc, dans le fond aussi, mais pour la question de vendredi, je travaille souvent de lundi à vendredi. Je peux répondre presque à toutes les questions, surtout administratives, l'ambiance du voyage, des questions plus précises, techniques sur la montagne. Je préfère à mon collègue vous répondre, mais si vous avez des questions, vraiment depuis demain, vous pouvez nous appeler ou bien nous écrire. Donc, des téléphones, c'est les 54 281 0799. OK, oui. Puis, vous trouverez beaucoup d'informations déjà dans notre site Internet également.